Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de l'Écho sur TV Vin et Spiritueux. Ce soir, nous traiterons tout particulièrement du Brexit. Tout d'abord, remettons les choses en contexte. Le 23 juin 2016 a eu lieu le fameux référendum organisé par le Premier ministre James Cameron. Les Britanniques se sont exprimés et le Livre l'a emporté avec 51,9% des suffrages. C'est à ce moment-là que l'article 50 du traité sur l'Union européenne entre en jeu. L'État britannique notifie sa volonté au Conseil européen et c'est le début de longues discussions qui continuent encore aujourd'hui. Depuis mars 2017, 3 sujets majeurs ont été traités. Le montant que le pays devra verser au budget européen, le statut des Européens installés au Royaume-Uni et enfin le statut de la frontière avec l'Irlande. Depuis l'annonce du Brexit, 2 visions s'opposent. Il y a les partisans du hard et du soft Brexit. Le hard Brexit, le Brexit dur, impliquerait que la Grande-Bretagne n'ait pas plus de lien avec l'Europe qu'avec les autres pays. Les relations commerciales entre Londres et l'Europe ne seraient alors plus normées que par l'OMC. Le soft Brexit, lui, implique un maintien de la Grande-Bretagne dans le marché unique européen. Le Brexit sera officiellement effectif le 29 mars 2019, mais une période de transition a déjà été prévue jusqu'en décembre 2020. Un saut de la falaise a déjà été évoqué, tant la mise en place de barrières tarifaires et non tarifaires pourrait affecter les entreprises des deux côtés de la Manche. Le commerce de vins et spiritueux fait partie des grands secteurs qui risquent d'être perturbés par le Brexit. En effet, les ventes de cognac et de Bordeaux arrivent en tête du palmarès des ventes de la région Nouvelle-Aquitaine vers le Royaume-Uni. Les valeurs de ces exportations atteignirent en 2017 423 millions d'euros. Le Royaume-Uni est le 4e marché mondial et la première destination européenne. Il assure le 10e de la valeur du cognac à l'export. L'annonce du Brexit a donc fait entrer le secteur viticole dans une grande incertitude quant à son avenir. Nous allons donc voir en quoi la seule perspective du Brexit pourrait déjà perturber le commerce des vins et spiritueux français. 2 témoignages, ainsi que l'intervention de nos spécialistes, nous permettront d'apporter des éléments de réponse à cette question. Bonjour Julien, nous sommes aujourd'hui au cœur des Graves, à 35 km au sud de Bordeaux, au château du Seuil. Nous avons la chance de rencontrer Nicolas Allison, propriétaire de ce château, qui va pouvoir nous aider à répondre aux sujets qui nous intéressent. Je vais parler en anglais ici pour interviewer Madame Nicolas Allison, puisque Nicolas est galloise. Oui, je suis galloise et c'est un peu difficile quelquefois avec un prénom pour masculin en France. So, before we start, Yeah. I wanted to thank you from welcoming us You're welcome. here, so it's really great. You're welcome. So how are you today? I'm fine, thank you. As you can see, I'm not French, but with origins of Wales and New Zealand, and my family has been living here now for 30 years. Oh, long time. Yeah. So we're gonna ask you some questions to know about our project. Okay. They want to know about Brexit, Okay. about wine importations. Okay. So first of all, can you tell us about your job and about this beautiful property? Yep, sure. So I'm originally a doctor by training, and my husband and myself came here in 2001. We took over Château du Seuil from my parents. Now I'm involved in the winemaking, the viticulture and the sales. And I think what's interesting to you is that we sell about 90% of our product export. Wow. With the UK markets declining, but traditionally about 40% of that going to the UK. Wow. So how have been your trade relationships with the UK in the last 2 years? In the last 2 years, I think with our clients that we have in the UK, there's a blend of very big importers and then smaller clients. The small clients have remained the same, but the big importers, our big importer is called Matthew Clark, and Right. they actually are the biggest wine and beer wholesaler in the UK. And they, I know, have serious concerns about what's going to happen with Brexit. All right. So have there been any impacts following the announcement of Brexit? Or Well, panic first of all, and then after panic, people started asking the question: what do we have to do? What should we do? What can we do to prepare?
But one of the big problems with Brexit, and I must say that I'm totally against Brexit, I think it's a catastrophe for Great Britain. But one of the problems that's happening now is that no one knows what actually Brexit is going to be. So the deal that Theresa May was at Europe to negotiate this deal, she's put that towards the Parliament, and the Parliament at this stage is not accepting the deal. So there's going to be three options, I think. One is that at the end of March, Great Britain is going to crash out of the European Union, and that will be a complete disaster for trade. Two, that this deal will be accepted. And the third option is that it will go back to the people and a second referendum will happen. Terrible. Are you planning to do anything about it concerning your wine exportations? Well, certainly over the last year, I've been looking for other markets to take up the wine that I feel may not be going into the UK as easily. So yes, firstly looking for other markets. Secondly, being in close communication with our importers to see what they need, what we can do to help. Because I think it's very important that both sides here in France and our importers in the UK try and help each other. Do they have any feedback about Brexit and out their business? Well, everyone says if there's no deal, which means that at the end of March there's no agreement for trade between Europe and the UK, then goods coming from Europe will be stuck on the customs line for maybe up to 6 weeks. So that's a huge issue. The other issue is that whether the laws that govern our production will still be applicable in the UK. And the third thing is transferring money. So at the moment, it's very easy to transfer money from France and Europe into the UK and out. But if it becomes an isolated system, then that in itself might be more difficult. All right, that's all for today. Okay. Thanks a lot. You're welcome. Thank you. Bonjour Julien, nous sommes aujourd'hui au cœur de la Grande Champagne, à Cognac, ville mondialement connue puisqu'elle accueille des grandes entreprises telles que Hennessy, Grégouze ou même Martell. Nous nous trouvons sur les quais de la ville, devant le siège de l'entreprise Hennessy, un des plus grands producteurs de cognac au monde. Nous sommes maintenant devant le siège de l'entreprise Martell, qui, comme l'entreprise Hennessy, est l'une des plus vieilles maisons de cognac au monde. Bonjour Julien, nous nous trouvons aujourd'hui avec Monsieur Durand, directeur général de la maison de cognac Larsen. Bonjour. Bonjour Monsieur, merci de nous accueillir aujourd'hui. Je vous en prie. Pouvez-vous nous parler de votre métier, vous présenter s'il vous plaît? Alors je dirige une maison de cognac, le 6e acteur du cognac, depuis maintenant 4 ans. Et l'activité consiste à produire et commercialiser des eaux de vie, à les assembler, à les commercialiser partout dans le monde. Et vous le savez peut-être, le cognac est exporté à 98%, donc c'est des métiers qui sont à la fois terriens et en même temps très portés sur le monde, puisque nos consommateurs se situent partout dans la planète. D'accord. Avez-vous de fortes relations commerciales avec le Royaume-Uni? Alors, collectivement, nous avons de fortes relations commerciales avec les États-Unis, avec l'Angleterre, parce que c'était l'Angleterre. Avec l'Angleterre, parce que le marché anglais est le 3e marché d'exportation pour le cognac, après les États-Unis et la Chine. Et donc, il y a environ à peu près 10 millions de bouteilles qui sont exportées tous les ans sur ce marché-là. D'accord. Vous vous sentez en quelque sorte dépendant de ce marché? Alors dépendant, c'est un grand mot, mais parce que le marché global du cognac c'est 200 millions de bouteilles, on en envoie 10 millions en Angleterre, donc on n'est pas complètement dépendant. En revanche, c'est un marché d'affaires très significatif, laquelle quand vous êtes homme d'affaires, vous ne négligez aucun des marchés. Donc effectivement, c'est un marché sur lequel on porte particulièrement une attention. C'est un marché qui est proche en plus et historique, donc c'est un marché d'influence aussi dans le monde entier, c'est-à-dire que les Anglais voyagent beaucoup, et donc c'est, oui, sur un certain niveau, c'est un marché important. Oui. D'accord. Et quant au Brexit, ce n'est pas encore acté, mais est-ce que l'annonce du Brexit vous a d'ores et déjà impacté? Alors oui,
de différentes manières. La première, c'est qu'on voit bien qu'on est parti sur une dimension politique qui a emmené les Anglais dans une direction qui ne paraisse pas être la bonne direction. Ça, c'est la première chose. Je peux d'ores et déjà vous dire que tous les grands acteurs des vins spiritueux, que ce soit Diageo ou Pernod Ricard, ont milité pour le Remain et pas pour le Brexit. Donc c'est un choix qui est subi pour eux. Et cette disposition politique, elle entraîne une dimension, je dirais, mal orientée pour les affaires, qui est pas du tout valable. Pour différentes raisons, des raisons qui sont légales, des raisons qui sont logistiques, des raisons qui sont financières. Au niveau légal, c'est vrai qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'on se dirige de plus en plus vers un no deal Brexit, c'est-à-dire un hard Brexit, et effectivement on est dans une période quand même encore d'incertitude, et l'incertitude n'est jamais bonne pour les affaires. Au niveau légal, il est évident que si on sort l'Angleterre sort de l'Union Européenne, on va revenir à des règles qui sont des règles mondiales du commerce, du World Trade Organization, ça vous le savez. Et donc ça veut dire qu'il va falloir restaurer les frontières, restaurer les contrôles, et donc ça, ne serait-ce qu'à organiser et ou logistiquement, c'est des choses qui sont considérablement compliquées, sans parler de dimensions réglementaires liées à l'étiquetage aussi, qui entraînent des problématiques, double étiquetage, qui veut dire double stock, qui veut dire des règles tout à fait différentes. Donc ça, c'est le premier aspect qui est légal. Le deuxième aspect, il est logistique. Si on doit commencer à contrôler tous les camions qui, historiquement, ne s'arrêtaient pas, on crée des bouchons absolument considérables. On doit avoir des personnes qui sont là physiquement, et c'est pour dans 2 mois. Quelqu'un a calculé que si on contrôlait ne serait-ce que 2 minutes chaque camion qui passait, il y aurait 27 km de bouchons à Douvres ou à Calais pour justement faire passer les camions les uns après les autres. Donc c'est un désastre au niveau logistique, et on ne sait même pas qui pourrait faire ça. Et donc, quand on s'aperçoit qu'on est à 2 mois de l'échéance, ça laisse entreprendre une direction qui n'est pas du tout la bonne. Il y a aussi d'autres éléments plus réglementaires, comme les droits d'accise. Vous savez qu'on paye des droits et des taxes lorsqu'on envoie des produits de vin et spiritueux. Et aujourd'hui, on a un système européen qui est automatisé, qui s'appelle le MCS. Et celui-là, si l'Angleterre ne faisait plus partie de ce système-là, elle ne pourrait plus en bénéficier. Donc ça nécessite là encore des contrôles et des déclarations douanières qui sont je dirais, infernales. Donc, derrière tout ça, qui est aujourd'hui très théorique, il est vrai qu'il y a une dimension humaine, financière et finalement économique qui est un peu désespérante. Et tous les acteurs, en tout cas, qui font des affaires sont tout à fait opposés à ça. On est très proche des Anglais, historiquement, on est très proche des Anglais physiquement, et cette décision est évidemment pas la bonne pour les deux parties, quoi qu'il arrive. D'accord. Merci Monsieur Durand pour toutes ces informations. Merci. Nous revenons donc sur le plateau accompagnés de nos 2 spécialistes de la question, Oscar et Santiago. Alors tout d'abord, bonjour à vous 2. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Pouvez-vous donc nous parler des impacts des nouvelles frontières douanières qui seront donc établies suite au Brexit sur le commerce des viticulteurs français avec le Royaume-Uni? Tout d'abord, il faut savoir que l'absence d'accord douanier après le Brexit n'arrangerait aucun pays des 2 côtés de la Manche. Le commerce des vins et spiritueux compte autant pour la France que pour le Royaume-Uni. Comme vous l'avez rappelé en début d'émission, les exportations de Bordeaux et de Cognac vers le Royaume-Uni représentent 423 millions d'euros. Notre voisin est le 2e exportateur et importateur mondial de vin. C'est colossal. Et un changement de tarif douanier pénaliserait en premier les consommateurs. De plus, les producteurs britanniques seront aussi impactés, car ils exportent chaque année environ 2,1 milliards d'euros de spiritueux vers l'Europe. Il est donc très probable que si aucun accord n'est trouvé, des dérogations seront faites pour ces produits, à l'exemple d'Hong Kong. Il faut aussi noter une conséquence inattendue dans la perspective d'un hard Brexit, puisque les marchands comme les particuliers britanniques se préparent en stockant des millions de litres de vin, ce qui crée forcément une augmentation de la demande, une augmentation de la valeur du vin, et donc une augmentation des prix. En effet, le Royaume-Uni se démarque des autres acheteurs de vin par beaucoup d'entreprises qui exercent des activités de négoce. Ils n'achètent pas seulement pour consommer, ils achètent aussi pour exporter à l'étranger. Le géant de ce secteur, Majestic Wine, qui compte plus de 200 boutiques, a annoncé pouvoir stocker entre 6 et 9 millions d'euros de vin pour parer aux possibles conséquences du Brexit.
Quant aux particuliers, le vin est pour la classe aisée britannique une valeur refuge qui leur permet à la fois d'épargner et d'investir. Et alors, dans quelle mesure la distribution des vins français dans le monde se trouvera-t-elle perturbée? Cette question est très intéressante. En effet, si le Royaume-Uni est le deuxième plus gros exportateur de vin de Bordeaux, c'est parce que nos vins transitent par l'Angleterre pour être réexpédiés dans un second temps dans le monde entier, en particulier en Asie et aux États-Unis. Vous comprenez bien que les 66 millions de Britanniques ne peuvent pas être la deuxième marche des plus gros consommateurs du monde. Londres est une véritable plateforme de redistribution. Mais si la logistique et le coût se trouvent modifiés par le Brexit, Londres risque de perdre ce rôle. Nous pouvons donc nous demander quelle sera, après Bordeaux et Londres, la prochaine plateforme commerciale des vins de Bordeaux, si le Brexit s'effectue. La valeur des grands vins, appelés grands crus, qui sont toujours soumis à la spéculation, sera-t-elle changée? Et alors, y a-t-il d'autres facteurs que les tarifs douaniers qui pourraient impacter ce commerce? Oui, en effet, depuis l'annonce du Brexit en 2016, une baisse de la livre sterling qui a déjà perdu entre 15 et 20% de sa valeur a été constatée. Cette baisse est en partie la cause de l'incertitude dans les marchés financiers par rapport à la possibilité d'un Brexit sans accord. Le manque de confiance est d'ailleurs démontré par la première interview dans laquelle la gérante d'exploitation, Nicola Allison, dit qu'elle a déjà commencé à chercher d'autres marchés dans lesquels elle peut exporter son vin. Et alors, quelles seront les conséquences concrètes de cette perte de valeur? Donc la dépréciation de la livre sterling par rapport aux autres devises a les effets classiques, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus dur pour le Royaume-Uni d'importer car ils ont besoin de plus de livres pour acheter des produits dont le prix en euros n'a pas changé. On sait qu'en 2015 par exemple, plus de 33% des vins importés au Royaume-Uni venaient de France. On peut donc imaginer que cette proportion va baisser car le vin français est très qualitatif mais très cher. On le voit car la France est le premier fournisseur de vin au Royaume-Uni, en valeur mais pas en volume. Nous sommes derrière l'Italie et aussi l'Australie. Ces pays avec des pays d'Amérique du Sud comme le Chili ou l'Argentine qui produisent du vin moins cher que la France pourraient alors se substituer au vin français au Royaume-Uni, toute proportion gardée. Les vins français tiendra-t-il alors face à la concurrence étrangère, souvent moins chère? Le marché des vins premium au Royaume-Uni augmente régulièrement et la concurrence se durcit sur l'ensemble du marché après la montée en puissance des pays du Nouveau Monde, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et la bonne tenue des vins italiens. Je vous en parlais tout à l'heure, la France est restée en 2015 le premier fournisseur de vin en valeur, avec 33,3% de part de marché, et le troisième en volume derrière l'Italie et l'Australie avec 16%. La forte concurrence internationale affecte les résultats des expansions françaises sur ce pays, en particulier en valeur. Entre 2013 et 2015, elles auront baissé de 14,4% en volume, mais de plus de 21,9% en valeur. Les vins français risquent de devenir sur le long terme minoritaires face à des vins d'Amérique du Sud beaucoup moins chers. De plus, une forte perte de revenus pourrait enclencher une perte des investissements et donc de la qualité. Nous sommes loin de ce scénario catastrophique, mais l'ensemble du monde viticole doit rester vigilant. Donc je pense qu'il est tout de même important de rappeler qu'une grande partie de ce dont nous parlons n'est que théorique, puisque le Brexit ne s'est pas encore passé, et repose en tout cas pour les conséquences du Brexit en lui-même sur des prévisions. Notre vision, tout comme celle des différents acteurs que nous avons évoqués, est fortement influencée par les médias et nous devons rester vigilants. Bien, merci à vous deux pour ces explications, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci Julien. Bonne soirée. Bonne soirée.